ce webinaire sur un sujet original, hein, la fiducie couplée avec le mandat de protection future pour le chef d'entreprise. Sont avec nous Claire Farge, qui est avocate au département droit du patrimoine du cabinet FIDAL. Merci beaucoup Claire pour ta présence. Et Maître Anthony Grossel, qui est notaire, qui lui travaille au sein est associé au sein de l'office Bremens notaire et qui intervient aussi dans le domaine patrimonial. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté de participer à ce webinaire. Merci à vous. Merci Mélanie. Ce webinaire est organisé à l'initiative de Droit Quotidien, qui est un groupe, mais nous sommes une entreprise qui s'appelle Droit Quotidien Legal Tech. On est en France et on fait partie de ce groupe qui, depuis 29 ans, contribue à améliorer l'accès au droit. Je suis avocate et je suis vraiment experte en mandat de protection future et plus largement en tutelle, puisque j'interviens en tant qu'avocate devant les juges des tutelles pour tout ce qui va être voilà, des sujets de droit de la protection. Je dirige Droit Quotidien Legal Tech, dont la mission est de promouvoir le mandat de protection future et notamment le mandat de protection future du chef d'entreprise. Donc, pour ce webinaire, on va avoir un plan qui va, dans un premier temps, je vais vous faire un petit rappel sur l'utilité de mettre en place un mandat de protection future pour le chef d'entreprise, parce que c'est vraiment une dimension qu'on essaye aussi de développer, même si notre priorité, ça reste quand même les personnes âgées. Il s'avère quand même que le cas d'usage du chef d'entreprise reste très pertinent. Et il s'avère aussi que ça peut avoir énormément de sens de compléter le mandat de protection future par une fiducie qu'on va appeler prévoyance. Et là, l'essentiel de cette réglementation vous sera présenté par Claire Farge, qui va vous donner les éléments essentiels pour comprendre comment fonctionne la fiducie prévoyance. Et enfin, écoutez, je vous redis. Maître Anthony Grossel va nous présenter un cas d'usage pour expliquer en tant que notaire comment s'approprier ce dispositif qui est vraiment pertinent à compléter avec le mandat de protection future. Donc, vraiment une vision plus pratico-pratique au-delà voilà, de comprendre quelle peut être la place du notaire dans la mise en place de ces fiducies. Alors, ceci étant rappelé, je vais commencer par vous rappeler un peu l'utilité du mandat de protection future pour le chef d'entreprise. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est lorsque vous avez un chef d'entreprise qui se retrouve en perte de capacité, du jour au lendemain, sa société va rapidement se retrouver en état de paralysie, aussi bien du côté de la gestion de l'entreprise que du côté du vote en assemblée générale qui s'avère être quand même nécessaire, même si ce n'est pas la priorité numéro 1. Mais c'est vrai que si on doit pouvoir vendre, par exemple, les titres de société, faire différentes démarches, eh bien, c'est vrai que le mandat de protection future, il va être très utile pour la poursuite de l'activité de la société. Il va permettre d'avoir la mise en route d'un relais, en fait, la possibilité d'avoir un chef d'entreprise qui soit remplacé aussi bien dans la gestion de la société que dans la gestion de ses biens personnels, de la protection de sa personne et pourquoi pas aussi de ses biens professionnels très rapidement, puisqu'on sait qu'un mandat de protection future s'est activé en une quinzaine de jours, là où si on va devant un juge des tutelles, eh bien, on va y passer beaucoup plus de temps. Donc, il y a un vrai intérêt à proposer à tous les chefs d'entreprise, en tout cas tous ceux qui commencent à avoir une entreprise d'une taille significative, de pouvoir organiser cette protection future pour le cas, parce que souvent on anticipe le décès, mais c'est rare qu'on pense à anticiper la perte de capacité. Or, c'est tout aussi important pour la survie de l'entreprise. Et il s'avère aussi que on peut rajouter une fusée à l'étage, un étage à la fusée, si on souhaite vraiment sécuriser le dispositif. Eh bien, la fiducie prévoyance va pouvoir apporter un plus que Maître Claire Farge, qui est avocate, va vous présenter pour vous permettre de mieux comprendre l'intérêt de combiner les deux dispositifs. Claire, je te remercie de prendre le relais pour cette partie-là.
Merci Mélanie, bonjour à tous. Je suis ravie d'avoir quelques minutes pour vous présenter un outil dont je suis convaincue de l'utilité dans beaucoup de cas, si ce n'est dans tous les cas. Donc on parle de ici fiducie prévoyance parce que la fiducie dont je vais vous parler, ben, c'est un contrat qui n'a pas d'effet immédiat, c'est vraiment un filet de sécurité. Comme le mandat de protection future, on va mettre en place une organisation patrimoniale qui ne se déclenchera que à un certain moment que lors de l'écriture du contrat de fiducie, on aura érigé comme étant l'événement qui est la condition suspensive. Donc on est vraiment sur un contrat de prévoyance qui n'a pas d'effet immédiat et qui va effectivement avoir une utilité très fréquente dans un contexte d'entreprise dont on doit assurer bah, la pérennité au-delà d'un accident de la vie du dirigeant. Et pourquoi on va utiliser la fiducie prévoyance à côté du mandat de protection future? Alors toujours à côté, non pas en remplacement, parce que la grande différence entre la fiducie prévoyance et le mandat de protection future, c'est que la fiducie prévoyance ne joue que sur le patrimoine, que sur les aspects patrimoniaux. Hein, c'est un outil de gestion patrimoniale, alors que le mandat de protection future, vous l'avez vu dans le slide présenté par Mélanie, ça intervient aussi sur les aspects de la vie personnelle du mandant. Donc avec la fiducie, on s'intéresse uniquement au patrimoine du dirigeant et on va penser à cette fiducie dans différents contextes. D'abord dans celui dans lequel on n'a pas autour de soi un tiers de confiance que l'on peut positionner comme mandataire de protection future. C'est souvent quand même une grande difficulté quand on annonce à un client qu'on a des super outils pour qu'il organise son incapacité et notamment la gestion de son patrimoine au-delà de son incapacité. Quand on arrive à la question qui vous voulez positionner comme mandataire de protection future, souvent il y a quand même un blanc, d'autant plus que dans le mandat de protection future, donc on ne peut positionner que des personnes physiques, parce que si on va sur le terrain de la personne morale mandataire, la loi pose une restriction en disant qu'il n'y a que les associations tutélaires qui peuvent être désignées comme étant mandataires de protection future. Donc, première raison pour laquelle je vais utiliser la fiducie prévoyance, c'est parce que j'ai pas de tiers de confiance, ou du moins, même si j'ai dans mon entourage énormément de gens à qui je fais confiance, j'en ai pas que je considère comme étant aptes à prendre en main la gestion de certains de mes actifs patrimoniaux et notamment de mes titres sociaux, parce que j'adore mon mari, mais il est peintre et il est absolument pas apte à être en face d'interlocuteurs dans le cadre de négociations de ma participation. Donc, ce tiers de confiance, il ne peut pas être positionné en première ligne, même si je peux lui conserver dans l'opération de fiducie une place, mais uniquement, on le verra un peu plus tard dans les slides, de tiers protecteur pour un peu vérifier et être informé de ce que fait le fiduciaire. Et puis, il y a aussi un autre contexte dans lequel la fiducie prévoyance va être extrêmement efficace. C'est lorsque j'ai bien un tiers de confiance que je pourrais en toute confiance désigner comme étant celui qui va prendre en main la gestion de mon actif patrimonial, de mes titres sociaux. Il va être parfaitement à l'aise dans les assemblées générales, parfaitement à l'aise dans les négociations s'il s'agit de vendre ma participation. Simplement, il risque d'être au cœur d'un conflit familial, parce que la vulnérabilité est la première cause avant le décès de conflits familiaux. Et donc, même si aujourd'hui ce conflit n'existe pas, on peut parfois percevoir que le fait de positionner mon conjoint, qui est pas forcément le père de mes enfants ou la mère de mes enfants, ou un des enfants alors que j'ai plusieurs enfants, peut faire survenir, si j'ai pas bien écrit le mandat,
de protection future, un conflit. Et donc, ce tiers de confiance, je ne veux pas le mettre en première ligne. Je veux qu'il puisse dire, non, mais si tu as des problèmes avec la façon dont les choses se passent, maintenant que le dirigeant, le père, la mère est, et a perdu ses facultés intellectuelles, tu t'adresses au fiduciaire. Donc, pour autant, j'ai un tiers de confiance, mais il ne va pas être en première ligne. Je vais mettre en première ligne le fiduciaire, et ce tiers de confiance sera ce qu'on appelle le tiers protecteur dans l'opération de fiducie. Il ne sera pas en première ligne, il sera l'un des acteurs de l'opération de fiducie, mais il ne sera pas l'interlocuteur des autres membres de la famille. Alors, la fiducie prévoyance, elle se comprend une fois qu'on a un peu en tête ce qu'est la fiducie en général, donc juste en 2 mots, puisque ce n'est pas le sujet de ce webinaire de 30 minutes. La fiducie en général consiste, vous le savez, à créer un patrimoine d'affectation. Donc, je mets dans un patrimoine fiduciaire qui n'a pas la personnalité juridique, contrairement à une société civile, par exemple, un ou plusieurs biens de même nature ou de nature différente. Et je dis que ces biens vont servir pour que le fiduciaire, qui va avoir l'exclusivité de la gestion de ce patrimoine, puisse accomplir la mission que j'aurai librement décrite dans le contrat de fiducie. Donc les contrats de fiducie, c'est des contrats sur mesure, parce qu'à chaque fois, il s'agit de savoir quel est le service attendu par le constituant, c'est-à-dire celui qui transfère dans le patrimoine fiduciaire son actif du fiduciaire. Une fois que les actifs sont mis dans le patrimoine fiduciaire, ils sont sanctuarisés. Personne de la famille du constituant ne peut intervenir dans leur gestion, sauf s'ils sont positionnés comme tiers protecteurs de la fiducie pour donner leur avis aux fiduciaires. Et évidemment, ce patrimoine d'affectation n'est pas la richesse du fiduciaire. Le fiduciaire n'est pas riche des patrimoines fiduciaires qui sont constitués à son nom. Le fiduciaire agit toujours qualité de fiduciaire et dans les comptes d'un fiduciaire qui ne peut être que un avocat, un cabinet d'avocats, une société de gestion, une compagnie d'assurance ou une banque. Évidemment, il n'y a pas les patrimoines fiduciaires. Les patrimoines fiduciaires ont une comptabilité autonome de celle du fiduciaire. Et donc, la différence, l'originalité de la fiducie prévoyance, c'est que la création du patrimoine fiduciaire ne va pas entraîner, dès la conclusion du contrat de fiducie, un transfert d'actifs dans le patrimoine fiduciaire. Donc, je vais vraiment mettre en place une fiducie pour le cas où tel événement que je décris librement. Donc là, on n'est pas sur un événement déclencheur, un fait générateur de déclenchement de la mission du fiduciaire qui est organisé par la loi, comme c'est le cas dans le mandat de protection future. Vous savez que le mandat de protection future ne se déclenche que si les conditions prévues par la loi sont satisfaites, c'est-à-dire un certificat médical attestant de la perte de ses facultés intellectuelles par le mandant, un certificat médical qui doit émaner d'un médecin agréé près les tribunaux, et ensuite le visa du mandat par le greffe. Là, je peux soit connecter le déclenchement de la mission du fiduciaire sur l'activation du mandat de protection future, soit je choisis un autre moment. Mais ce qui est important d'avoir en tête, c'est que plus j'ai mis en place la fiducie prévoyance comme le mandat de protection future aussi, d'ailleurs, en amont de tout problème, mieux est sécuriser le contrat de fiducie, car vous avez dans le Code civil un certain nombre de règles gênantes dans l'utilisation de la fiducie en matière patrimoniale, et notamment les règles de capacité pour conclure un contrat de fiducie. Et vous avez par exemple l'article 509 du Code civil qui interdit, et c'est une incapacité de jouissance, puisque ni le majeur en tutelle ni son tuteur ne peuvent créer un patrimoine fiduciaire avec les biens du majeur en tutelle. Et la Cour de cassation, dans un avis de 2022, a étendu ces incapacités de jouissance aux majeurs placés sous habilitation familiale avec représentation, et sans doute également, du fait d'une même écriture des textes, aux mandataires de protection future. Donc, alors qu'on avait cru
et on avait d'ailleurs milité pour cette possibilité à un moment, donc avant 2022, que la Cour de cassation n'intervienne, qu'on pouvait prévoir dans le mandat de protection future si à un moment donné, le mandataire ne se sentait plus à même de gérer tel ou tel actif du patrimoine, et notamment les titres sociaux on pouvait prévoir dans le mandat de protection future que le mandataire aura le pouvoir de conclure un contrat de fiducie et de transférer certains biens en fiducie. On sait aujourd'hui, avec cette jurisprudence de 2022 de la Cour de cassation, qu'on ne peut plus miser sur un tel schéma et que donc le contrat de fiducie prévoyance, il faut le faire en amont de la survenance d'une incapacité, parce que en revanche, ce dont on est certain, puisque c'est écrit dans l'article 2022 du Code civil, c'est que si on a conclu un contrat de fiducie avant la survenance d'une incapacité, avant la perte de ses facultés intellectuelles par le constituant, là, on est certain que la mise en place d'une tutelle ou d'une curatelle ou de tout autre régime de protection ne remettra pas en cause le contrat de fiducie qu'on a conclu, puisque l'article 2022 dit que si un régime de protection est ouvert en cours d'exécution, en cours de fiducie, eh bien, le fiduciaire devra rendre compte au tuteur, au curateur. Et donc, on aura mis en place, grâce au contrat de fiducie, un régime de gestion des biens qui ont été mis dans ce patrimoine fiduciaire. Donc ici, on est sur des titres sociaux qui va se réaliser de manière totalement indépendante aux règles des régimes de protection qui sont éventuellement ouverts contre le dirigeant. On n'aura pas à suivre les règles de la tutelle, on n'aura pas à demander des autorisations au juge des tutelles, on ne subira pas les lenteurs des délais judiciaires pour tout ce qui a été mis dans le patrimoine fiduciaire et confié à la gestion exclusive du fiduciaire. Donc, je mets en place un contrat de fiducie prévoyance quand tout va bien et surtout sans attendre un jugement de tutelle, puisque là, on sait que on ne peut plus mettre en place de fiducie. Cette fiducie n'a aucun effet immédiat pendant toute la période où le dirigeant va parfaitement bien. C'est lui qui gère sa participation, c'est lui qui va voter en assemblée générale, c'est lui qui décide de vendre ou pas sa participation. Il n'a évidemment aucun avis à demander aux fiduciaires qui ne s'immiscent absolument pas dans cette gestion. Et peut-être que la société sera vendue et que la fiducie sera caduque parce que finalement, il n'y aura, au moment éventuel de survenance d'une incapacité du dirigeant, il n'y aura plus de titres sociaux dans son patrimoine. Mais on aura mis en place un contrat de prévoyance qui aura été écrit donc absolument sur mesure avec exactement ce que veut le dirigeant. Est-ce qu'il veut que pendant une période de transition, le fiduciaire, avec l'aide donc d'un tiers protecteur ou de plusieurs tiers protecteurs, puisque sous cette dénomination de tiers protecteur, la loi laisse une entière liberté de création au conseil. Donc, on peut très bien positionner comme tiers protecteur plusieurs personnes, membres de la famille, conseil historique du client, qui ont la connaissance de toute l'historique du conseil, parce que, attention, que la survenance d'une vulnérabilité peut avoir pour effet que tous les conseils habituels du dirigeant sont les uns après les autres remplacés par la famille qui considère que finalement toutes ces personnes étaient toxiques, nuisibles, etc. Donc le contrat de fiducie, il a aussi cette vertu de pouvoir être certain que l'équipe qui a toujours accompagné le dirigeant ne va pas être balayée sous des mauvaises influences que pourraient avoir des personnes qui viennent perturber la famille en cas de survenance d'un accident pour le dirigeant. Donc la fiducie ne doit pas du tout être perçue comme étant l'étage de trop dans la fusée parce qu'on est assez nombreux autour du client. C'est vraiment un instrument qui permet que rien ne change quand tout change. Voilà. Donc c'est vrai que là maintenant, ce qui pourrait être intéressant, au-delà de la partie fiducie, on va dire dans la théorie,
Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de savoir en pratique comment les choses se mettent en place. Alors, Claire, effectivement, tu as aussi cette pratique, mais côté notaire, de savoir comment les choses peuvent s'appréhender. Et donc, c'est la raison pour laquelle le témoignage de Anthony Grossel, qui est notaire, je l'ai sollicité pour avoir un peu son retour, puisqu'il a été formé sur cette matière, notamment auprès de Claire Farge. Et donc, voilà. Merci beaucoup, Anthony, de nous présenter un peu un cas d'usage que tu as déjà pu observer. Merci beaucoup Mélanie, merci beaucoup Claire. En effet, je souhaitais partager un cas très concret que nous avons rencontré récemment à l'étude. C'est l'hypothèse d'un chef d'entreprise qui a 45 ans, qui n'est pas marié, qui n'a pas d'enfant. Il a des neveux et nièces. Son entreprise est structurée autour d'une holding dans laquelle il détient pratiquement 100% du capital. En dessous de la holding, nous avons une holding intermédiaire dans laquelle un fonds d'investissement est rentré il n'y a pas très longtemps avec une participation minoritaire. Et en dessous, nous avons donc des filiales opérationnelles. Et la globalité du groupe embauche une grosse centaine de salariés. Et les objectifs recherchés par ce chef d'entreprise, c'était de poursuivre justement la croissance externe via l'entrée du fonds d'investissement, sans oublier d'anticiper certains cas catastrophes. Et dans les cas catastrophes, on peut avoir le décès subi ou l'incapacité prématurée du chef d'entreprise. Et donc, vous pourrez me dire, il est peut-être un peu jeune, et aujourd'hui, il n'a que 45 ans, donc peut-être que les questions sur l'incapacité subie, on peut les voir plus tard. Mais un exemple concret a pu faire réagir notre chef d'entreprise qui a voulu justement signer tout d'abord un mandat de protection future, et ensuite, je vous expliquerai les autres actes de prévoyance que nous avons mis en place. Cet exemple, c'est nous qui lui avons fourni d'un de nos clients qui malheureusement a eu un accident avec sa trottinette. Il avait à peu près la cinquantaine et un profil similaire à notre chef d'entreprise de notre cas pratique. Donc, accident de trottinette, il a été plongé dans un coma pendant plusieurs semaines. Et la première chose qu'on a regardé, c'était de savoir s'il avait signé un mandat de protection future. Et malheureusement, il n'avait pas encore signé son mandat de protection future. Donc, on a essayé de trouver une solution avec le droit des sociétés. On a analysé le pacte d'associés et les statuts de sa société. Malheureusement, on n'a pas pu trouver de solution dans les droits de société. Donc, on s'est dit, on va regarder dans le droit de la famille si nous pouvons trouver une solution. Alors, pourquoi le droit de la famille? Parce que ce client-là était marié et donc, en analysant le régime matrimonial, on aurait pu trouver une solution adaptée et malheureusement, on ne l'a pas trouvé. Donc, on n'a pas eu d'autre choix que d'aller voir le juge des tutelles. Et malheureusement, le juge des tutelles est certes très compétent, mais ce n'est pas dans ses urgences de traiter des dossiers comme celui-ci. Donc, ça peut prendre plusieurs semaines, voire parfois plusieurs mois pour débloquer la situation. Et donc, pour éviter d'avoir un blocage dans le droit de vote des assemblées générales de la société, on a mis en place ce qu'on appelle un mandat de protection future, mais uniquement professionnel. Pourquoi? Parce que notre client nous a dit je suis jeune, j'ai 45 ans, je n'ai pas envie de gérer aujourd'hui les aspects personnels. Donc tout ce qui est assistance dans les démarches médicales, le choix et les conditions d'un hébergement futur, il nous a dit ça, je ne souhaite pas aborder ces sujets-là, on va rester dans l'aspect professionnel. Et donc dans l'aspect professionnel, on a nommé ce qu'on appelle un mandataire professionnel qui aurait vocation, en cas de survenance de l'incapacité, d'aller voter dans les assemblées générales du groupe de société, et ce qui permettrait d'éviter un blocage. Ce mandataire professionnel, notre client a souhaité choisir son DAF, son directeur administratif et financier. Pourquoi le DAF? Parce que le DAF a une connaissance précise des objectifs poursuivis par notre client sur le court terme, moyen terme et le long terme. À côté de la nomination du mandataire professionnel, on a nommé ce qu'on appelle un contrôleur de gestion. Et le contrôleur de gestion, c'était donc l'expert comptable du groupe. Pourquoi l'expert comptable? Parce que lui aussi connaît parfaitement la structuration de ce groupe. Donc, avec un mandat de protection future professionnelle, on a géré l'aspect incapacité. Et à ce moment-là, on s'est dit, on va également gérer
le décès prématuré, précipité du chef d'entreprise. Pourquoi? Parce que ce chef d'entreprise est également président de sa SAS, et s'il venait à décéder de façon précipitée, quid du futur dirigeant de cette société? Comment on convoque une assemblée générale pour nommer un futur président? Et on peut être dans la même problématique que celle qu'on a pu voir tout à l'heure avec le mandat de protection future. Donc, on avait deux options dans ce cas-là. La première option était de mettre en place une présidence successive. C'est-à-dire que dans les statuts, on nomme le futur président, lequel aurait ses fonctions activées au moment du décès du président actuel. Il faut savoir qu'on a un avis de l'ANSA. L'ANSA, c'est l'Association nationale des sociétés par action qui valide la possibilité de nommer un président successif dans une société. Par contre, nous avons plusieurs avis du CCRS. Le CCRS, c'est le comité consultatif des greffes des tribunaux de commerce qui prévoit et qui nous indique que en matière de SARL ou société civile, on ne peut pas avoir un gérant successif. Et donc, on s'est dit, il y a une zone de trouble, donc on va interroger le greffe du tribunal de commerce compétent, local, et plus particulièrement le service juridique, pour qu'il nous confirme qu'en matière de SAS, on peut bien nommer un président successif. Et le greffe ne nous a pas répondu de façon claire et précise. Donc, pour éviter tout risque, même si en pratique, on sait qu'on a tous les arguments pour défendre qu'une présidence successive peut exister, on s'est dit on va écarter cette solution et on va créer une action de catégorie, laquelle action permet à son titulaire de nommer le futur président de la société. Cette action sera conservée pendant toute la vie de notre client entre ses mains, et elle sera transmise par testament au profit de sa personne de confiance. Bien évidemment, les prérogatives de cette action sont limitées dans le temps. On a prévu un délai de 3 ans après le décès. Et on a prévu également qu'elle ne pourrait être transmise à d'autres personnes que le chef d'entreprise, bien évidemment, et sa personne de confiance, de sorte que si elle avait vocation à être transmise, elle perdrait ses prérogatives et elle serait transformée automatiquement en action ordinaire. Donc, avec ces deux solutions, on a pu gérer la prévoyance décès, la prévoyance incapacité, et on s'est dit on va faire un petit peu de fiscal et on va gérer aussi la prévoyance en matière de pacte Dutreil préventif. On parle de prévention sur ce pacte-là. On est dans un groupe de sociétés, on avait fait un audit sur les sociétés du groupe pour mettre en place le mandat de protection future. On s'est servi de cet audit pour bien déterminer les règles du Dutreil et s'apercevoir qu'il fallait qu'on fasse une petite restructuration pour remplir toutes les conditions du Dutreil. Et on a positionné donc un pacte Dutreil préventif. Et ce pacte Dutreil préventif permettrait aux héritiers de bénéficier d'une fiscalité avantageuse et de n'être taxés uniquement sur 25% de la valeur de l'entreprise au lieu de 100% de celle-ci, sous réserve, bien entendu, de respecter toutes les conditions du Dutreil. Donc, avec ces 3 actes, on a réglé la prévoyance civile, mais aussi la prévoyance fiscale. Et on s'est aperçu qu'on a réglé 90% des cas, mais qu'il nous manquait 10% de protection complémentaire. Pourquoi il nous manquait une protection? Si je reviens à mon exemple du début, on l'a vu dans le mandat de protection future, on a positionné un mandataire professionnel, le DAF de la société. Le DAF, il a à peu près le même âge que notre client. Donc, quid s'il est frappé d'une incapacité, s'il n'est plus là au moment où on souhaite actionner le mandat de protection future, ou si même s'il est défaillant. Donc, on s'est dit, en positionnant une fiducie à effet différé, comme l'expliquait Kerr, on crée la fiducie, mais elle aura un effet plus tard. Avec une fiducie à effet différé, on peut bénéficier de la personnalité morale, entre guillemets, de la fiducie qui permettrait de pallier aux insuffisances de la personne physique qui serait nommée mandataire dans le mandat de protection future. Alors, pourquoi ça prend du temps à mettre en place? Ça prend du temps parce que, comme on l'a vu aussi dans mes propos introductifs, dans l'organisation de ce groupe de sociétés, nous avons un fonds d'investissement. Le fonds d'investissement est associé du groupe. Et comme la fiducie deviendrait associée du groupe, on doit l'agréer, c'est-à-dire qu'on doit demander l'autorisation au
au fonds d'investissement et le fonds d'investissement doit valider son entrée dans le capital. On pense que ça ne posera pas de problème. Pourquoi? Parce que c'est aussi dans l'intérêt du fonds d'investissement de baquer toutes les conditions de prévoyance et d'aller un petit peu plus loin que les aspects financiers. Alors, je vais peut-être passer, voilà, je vais passer à la dernière slide. Je parle un petit peu trop, je vais essayer d'être un peu plus rapide. Dans cette dernière slide, on a comparé les points forts et les points faibles du mandat de protection future et de la fiducie prévoyance. Donc, sur la partie gauche, on est sur le mandat de protection future. On l'a vu tout à l'heure, le point fort, c'est que le mandat de protection future peut être actionné très rapidement. On constate l'incapacité et on va voir le tribunal judiciaire compétent et le mandat peut prendre effet. Toutefois, il y a un certain nombre de vigilances lorsqu'on rédige un contrat de fiducie, et notamment sur la rédaction de certaines clauses. Et je parle sous le contrôle de Mélanie, qui a pu mettre en place des clauses hyper bien travaillées, notamment pour éviter le contentieux. Sur la partie mandat de protection future et pas fiducie, hein, c'est ça, c'est-à-dire sur la partie… Oui, parce que tu as dit fiducie, c'est pour ça, mais oui, il faut soigner la rédaction sur la partie mandat de protection future. Et ces clauses permettent justement d'éviter le contentieux qui pourrait venir des héritiers. Pourquoi? Parce que, on l'a vu dans mon exemple concret, on a nommé un tiers qui est le DAF. Le DAF n'est pas l'héritier. Disons que les héritiers pourraient être vexés du fait qu'ils aient été évincés du mandat de protection future. Et si ils sont vexés, ils pourraient se dire, je vais aller voir le juge des tutelles et je vais essayer de remettre en cause l'existence même du contrat de mandat de protection future. Donc, en étant vigilant sur certaines de ces clauses, on peut éviter du contentieux futur. Et dans les points faibles du mandat de protection future, on a pu voir qu'on peut désigner une personne morale en qualité de mandataire, sauf exception. L'exception étant les associations tutélaires, pardonnez-moi. Ces associations-là font un travail remarquable, mais, si je peux me le permettre, uniquement pour gérer la partie privée. Pour la partie professionnelle, on a besoin d'un professionnel qui aura vocation à aller voter dans les assemblées générales du groupe. Sur la partie fiducie prévoyance, le point fort qu'on a pu voir tout à l'heure, c'est la possibilité de désigner une personne morale et ça vient pallier justement aux inconvénients du mandat de protection future. Sur les points de vigilance, on l'a vu aussi, le fiduciaire devient associé de la société, donc on doit l'agréer en qualité de nouvel associé de cette société, donc on devra ne pas oublier cet aspect-là. Et dans les points faibles de la fiducie, on s'aperçoit que ce dispositif pourrait être considéré comme insuffisamment connu aujourd'hui, comme jugé peut-être trop nouveau ou moderne, alors que la fiducie, on le sait, elle existe depuis une quinzaine d'années. On voit de l'engouement sur ce sujet. On voit que ce sujet suscite beaucoup d'intérêt, notamment des banquiers privés, des experts comptables, des avocats, des notaires aussi, et encore plus sur de la fiducie prévoyance, parce qu'à côté de la fiducie prévoyance, il peut y avoir de la fiducie gestion pour gérer un patrimoine complexe après le décès de certains de nos clients. On peut utiliser la fiducie pour garantir une dette bancaire, on parle de fiducie sûreté, et tous ces éléments-là revêtent un certain nombre d'intérêts, et nous espérons, quand je dis nous, je parle de Claire, Mélanie, de la pratique et de beaucoup de professeurs qui écrivent et qui forment sur ce sujet, nous espérons que dans quelques années, nous ne dirons plus que ce dispositif est insuffisamment connu. Oui, c'est un peu l'objectif aussi de ce webinaire. Merci beaucoup, exactement, Anthony et Claire. C'est qu'effectivement, on se rend compte qu'on a une vraie complémentarité entre ces deux contrats qui sont insuffisamment utilisés, autant le mandat de protection future que la fiducie, et leur diffusion est vraiment importante. Est-ce que, Claire, tu pourrais repréciser la notion de tiers protecteur? Voilà, le tiers protecteur, c'est une ou plusieurs personnes, c'est absolument pas défini par la loi, alors que le fiduciaire, donc on l'a vu, ça ne peut être que certaines professions visées par l'article 2015 du Code civil. En revanche, le législateur nous dit simplement qu'on peut désigner un tiers protecteur dans une opération de fiducie. La pratique considère que un tiers protecteur, ça peut être une ou plusieurs personnes.
choisi, donc comme je vous le disais, dans les différents cercles du dirigeant familial, professionnel. Ça peut être une façon de positionner auprès du fiduciaire les conseils historiques. Quels vont être les pouvoirs du tiers protecteur? Il va avoir les mêmes pouvoirs au maximum. On peut lui donner tous les pouvoirs qu'aurait le constituant s'il n'avait pas perdu ses facultés intellectuelles, donc y compris le pouvoir de changer de fiduciaire si à un moment donné, on considère que le fiduciaire n'exerce pas bien sa mission, mais surtout, il va avoir le droit à l'information, c'est recevoir les comptes du fiduciaire, être informé, et puis après, c'est au contrat de fiducie d'organiser la gouvernance de la fiducie pour que le fiduciaire sache si, avant de réaliser telle ou telle opération, il doit consulter telle ou telle personne, prendre leur avis, si telle personne peut avoir un droit de veto. Voilà, donc après, c'est vraiment il y a énormément de liberté contractuelle dans la définition des pouvoirs du tiers protecteur et dans le choix des tiers protecteurs dans l'entourage du dirigeant. Donc, il y a même une association qui fait la promotion de la qualité de tiers protecteur auprès des gestionnaires de patrimoine, donc l'APIFI. Donc, c'est vraiment une position, un positionnement dans l'opération de fiducie que peut très bien avoir le notaire qui aujourd'hui n'est pas fiduciaire. Voilà, donc sous réserve des conflits d'intérêts, toute personne peut être désignée comme tiers protecteur. Et nous, on veut des tiers protecteurs dans les fiducies prévoyance pour qu'il y ait précisément des personnes qui ont cet historique de la relation du client et qui soient à nos côtés pour poursuivre la gestion au plus près des valeurs du dirigeant. Merci beaucoup, Claire. Je me permets de rebondir juste 30 secondes. En effet, pour le notaire, c'est quelque chose de très important et utile pour suivre son client et aussi pour challenger le fiduciaire et pour qu'il réalise parfaitement sa mission. Donc, je pense qu'il y aura de plus en plus de notaires qui pourraient prendre ce rôle de tiers c'est une forme protecteur. de contre-pouvoir. C'est exactement ça. Et une dernière question, c'était quel est le coût de la fiducie prévoyance initiale et d'entretien? Alors, le C'est coût, une question qui y a risque pas de prendre de... du temps. Alors, il y a des... Il y a pas de... Il n'y a pas de coût légal, sauf lorsqu'on est obligé de passer par un contrat de fiducie notarié, c'est-à-dire en présence de biens communs, de biens indivis ou de biens immobiliers. Donc là, on est sur des titres sociaux, donc ça va pas être le sujet des biens immobiliers ni des biens indivis en général, mais le sujet, c'est quand on est en présence d'un dirigeant qui a créé sa société alors qu'il était marié sous le régime de la communauté et où les titres sont donc communs. Et là, le législateur nous dit il faudra absolument une forme notariée pour le contrat de fiducie. Donc c'est évidemment un coût supplémentaire à prendre en compte, d'autant plus que les émoluments sont dus immédiatement, même si la fiducie est à effet différé. Après, pour ce qui est des honoraires perçus par les autres conseils et par le fiduciaire, je dirais qu'il y a des pratiques différentes selon les fiduciaires. Puisqu'il n'y a pas de règles légales, que après on applique les politiques habituelles pour chaque cabinet d'avocats et en respectant les règles du règlement intérieur national des avocats quand il s'agit d'avocats fiduciaires. Donc généralement, les avocats, ils n'ont pas l'habitude de fonctionner ont l'habitude de fonctionner plus les sociétés de gestion avec des pourcentages d'actifs gérés. Donc nous, cabinet d'avocats, c'est pas normalement de cette manière que l'on procédera. Et puis après, il faut éventuellement challenger les fiduciaires, se méfier des petites clauses où on vous parle de frais qui n'auraient pas été prévus dès le départ.
Donc, voir bien la transparence, en fait, des honoraires qui vont être réclamés pendant toute l'opération de fiducie, veiller à ce que ça soit extrêmement connu à l'avance. Et voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas si Anthony a quelque chose à rajouter sur les émoluments du notarié. Oui, alors les émoluments en effet sont fixés par l'État et généralement ils peuvent être importants, donc on essaie de trouver une autre solution. Et juste peut-être sur la fonction de tiers protecteur, le tiers protecteur peut aussi se faire rémunérer dans l'exercice de sa fonction. Et si on compare aussi avec la fiducie sûreté, parce que là on n'est plus sur une fiducie gestion, la fiducie sûreté et les sociétés de gestion, eux prennent un tarif fixe au moment de la rédaction de l'acte et ensuite un tarif annuel qui se décompose en deux sous-parties. La première, c'est les frais de gestion, de tenue de comptabilité, et ensuite les frais de gestion du sous-jacent, donc de l'actif positionné en sûreté. Et généralement, comme tu le disais Claire, ils prennent un tarif proportionnel au montant des actifs gérés par la fiducie. Ce qu'il faut peut-être retenir, c'est que pendant la période de latence, il n'y a aucun coût, en fait. On va avoir un coût initial de rédaction. Alors ça, c'est les slides de Fidèle Fiducie, mais tout le monde ne fonctionne pas comme Voilà, Fidèle donc Fiducie. il peut y avoir, Donc, selon le voilà. type. Donc là, je m'avance volontiers sur notre manière de... Oui, mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Non, je ne... Voilà. Ok. Et en Très tout bien. cas, ce qui est certain aussi que je pense qu'il faut avoir en tête, et ça c'est vrai pour tous les contrats de prévoyance, et aussi bien pour le mandat de protection future et la fiducie, et ça j'en suis intimement convaincue, c'est que ce sont des contrats qui doivent être présentés aux clients comme étant des contrats qui se révisent, qui se Oui, bien sûr. vérifient au gré des changements de contexte. Voilà. Notamment quand on a positionné des tiers de protecteurs et voilà, qui est vraiment un moyen de contrôler que tout est toujours bien en phase avec le contexte familial et professionnel et patrimonial du client. Et pour finir sur le coût, parce que j'ai l'impression de peut-être avoir fait une réponse trop vague, pour parler de ce que je connais et de ce que je pratique, la fiducie n'a pas été conçue par le législateur et dans ma pratique n'est absolument pas un produit de niche. Il y a des familles qu'on aide avec des fiducies pour des patrimoines qui sont tout à fait moyens. Récemment, un dossier donc, pour des clauses bénéficiaires d'assurance vie de 100 000 euros. Et le patrimoine fiduciaire peut en lui-même être d'une valeur très modique, alors pourtant que la fiducie a un intérêt énorme. En fait, il n'y a pas il y a pas de règle dans le montant. Souvent, on me demande, mais quel montant il faut mettre en fiducie? Mais quelquefois, mettre une action qui vaut 1 euro, ça va débloquer complètement un deal. Donc après, évidemment, le fiduciaire n'exécutera sa mission qu'avec ce qu'on lui a mis dans le patrimoine fiduciaire. Il ne va pas puiser dans son patrimoine personnel pour exécuter sa mission. C'est la seule limite. Tout dépend ce qu'on demande au fiduciaire, de la conservation d'un actif, de la gestion d'un actif ou de contrôler la consommation par un constituant vulnérable de l'actif mis en fiducie. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. En espérant que vous ayez bien voilà, compris l'importance en fait de penser potentiellement à compléter, mettre en place le mandat de protection future, complété par une fiducie, parce que ça va amener une potentielle protection qui sera de meilleure qualité. Et c'est vrai que chaque outil va permettre d'apporter ses atouts par rapport à l'autre. Et donc, c'est les deux, en fait, qui peuvent être pertinents quand on est sur la question de l'anticipation de la perte de capacité. Et nous, on a rajouté encore un étage à la fusée puisqu'on a créé un système de coffre forte volonté qui va permettre de compléter toute la partie personnelle aussi, que les personnes puissent exprimer toute leur volonté particulière et de pouvoir que le mandataire puisse de manière voilà, sécurisée utiliser toutes ces informations complémentaires.